27 mars 2009. Une caméra de surveillance filme une fillette de 8 ans qui trottine. C'est Sandra Cantu. Quelques secondes plus tard, elle sort du cadre et disparaît à jamais. Ce qui suit est la pire crainte de tous les parents. 10 jours de recherches angoissantes mobilisent toute une nation. L'espoir vire au cauchemar lorsque le corps de Sandra est retrouvé dans une valise, au fond d'un étang. La douleur se transforme en horreur. Le coupable n'est pas un étranger, mais une figure de confiance, une voisine, une mère, une enseignante à l'école du dimanche. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un meurtre, mais celle d'une trahison qui a détruit l'innocence d'une communauté. Aujourd'hui, sur Traces perdues, nous plongeons au cœur de cette affaire terrifiante. Abonnez-vous et restez avec nous pour découvrir comment le mal peut se cacher juste sous nos yeux. Pour la famille de Sandra Cantu, le vendredi 27 mars 2009 commence comme une journée tout à fait ordinaire. Après ses cours à l'école primaire Melville S. Jacobson, Sandra se rend chez une amie pour jouer. Vers 16 heures, elle retourne à la résidence familiale, située dans le parc de maisons mobiles Orchard Estates. Peu de temps après, elle informe sa mère, Maria Chavez, qu'elle sort à nouveau pour jouer avec une autre amie au sein de cette communauté très soudée. C'est la dernière fois que sa famille la verra vivante. Alors que la lumière du jour décline et que l'heure du dîner passe sans le retour de Sandra, l'inquiétude parentale habituelle se transforme rapidement en panique. À 19h53, un appel est passé au département de police de Tracy. Maria Chavez signale officiellement la disparition de sa fille de 8 ans. Ce simple appel téléphonique marque le début d'une course contre la montre, un effort désespéré qui mettra en lumière la force d'une communauté, mais aussi ses angles morts. Les enquêteurs arrivent rapidement sur les lieux et découvrent les désormais tristement célèbres images de surveillance. La vidéo capturée à 15h54 montre Sandra trottinant joyeusement dans la rue avant de changer de direction, sortant du champ de la caméra, apparemment en direction de la maison de Melissa Huckabee. 8 minutes seulement après la disparition de Sandra à 16h02, le Chevrolet Tahoe SUV de Huckabee est filmé quittant le parc. Dans ce bref intervalle, une vie a été volée. La nouvelle de la disparition d'un enfant envoie une onde de choc à travers Tracy. La réaction est immédiate et massive. Au cours du week-end, la recherche se transforme en une opération à grande échelle, impliquant la police locale, le FBI et la California Highway Patrol, avec des chiens policiers, des équipes équestres, des VTT et un hélicoptère. Des centaines de volontaires affluent, organisant des battues et distribuant des prospectus. Un sanctuaire improvisé se dresse à l'extérieur du parc, symbole d'une ville unie dans l'espoir. Les forces de l'ordre reçoivent plus de 1500 tuyaux du public et une récompense de 22 000 $ est offerte, une somme d'argent importante, espérant monétiser l'information cruciale qui pourrait la ramener. Les enquêteurs poursuivent toutes les pistes, interrogeant des proches et des voisins. Mais chaque piste mène à une impasse. Dès le début, l'unité d'analyse comportementale du FBI élabore un profil du suspect. Probablement un homme blanc, âgé de 25 à 45 ans, connaissant Sandra et vivant dans le voisinage. Ce profil, bien que statistiquement fondé, oriente l'attention des forces de l'ordre et les soupçons du public vers un stéréotype bien ancré, créant un puissant biais cognitif. Personne ne cherche une femme, surtout pas une jeune mère et enseignante à l'école du dimanche, membre active de la communauté. L'échec du profil amplifiera le traumatisme final de la vérité. La communauté entière a été conditionnée à chercher le danger dans une seule direction, permettant à la menace réelle d'opérer au vu et au su de tous, sous un voile de confiance. La recherche du monstre a été tragiquement mal orientée, car il était déjà à l'intérieur jouant le rôle d'une voisine concernée. Le 6 avril 2009, 10 jours après la disparition de Sandra, l'espoir qui animait la ville de Tracy s'est éteint de la manière la plus brutale qui soit. Des ouvriers agricoles effectuaient une vidange de routine d'un étang d'irrigation sur une propriété laitière, à quelques kilomètres seulement du domicile de Sandra. Alors que le niveau de l'eau baissait, un objet sombre et lourd a refait surface. Une grande valise noire. Comprenant immédiatement que quelque chose n'allait pas, ils ont alerté les autorités.
Lorsque les enquêteurs sont arrivés et ont ouvert la valise, leurs pires craintes se sont confirmées. À l'intérieur se trouvait le corps sans vie de la petite Sandra Cantu. La recherche frénétique d'une enfant disparue venait de se transformer en une sinistre enquête pour homicide. Les veillées, les prières et l'espoir collectif se sont achevés dans un moment de deuil et d'horreur partagée. L'autopsie qui a suivi a révélé un récit terrifiant des derniers moments de Sandra, peignant le portrait d'une violence calculée qui a choqué même les enquêteurs les plus aguerris. La cause officielle du décès était l'asphyxie-homicide. Un morceau de tissu taché de sang avait été noué fermement autour de sa tête, utilisé pour l'étouffer. L'analyse ADN confirmera plus tard que le sang était celui de Sandra. Pire encore, les rapports toxicologiques ont révélé la présence d'alprazolam, un puissant sédatif, dans son organisme. Cette découverte a établi un lien direct avec Melissa Huckaby, chez qui des flacons de ce même médicament sur ordonnance ont été retrouvés. Sandra avait été délibérément droguée, rendue impuissante avant son meurtre. L'examen a également mis en évidence des preuves d'une agression sexuelle sauvage, avec des blessures infligées par un objet contondant. Les agents du FBI découvriront plus tard dans la cuisine de l'église où Huckaby enseignait un rouleau à pâtisserie avec une poignée tordue et une tache de sang. Les analyses confirmeront que l'ADN sur cet objet était celui de Sandra, reliant sans équivoque l'instrument de l'agression à la victime et à la suspecte. Au milieu de ces détails sordides, il est essentiel de se souvenir de la vie qui a été si violemment fauchée. Sandra Cantu était une élève de 2e année aimée de tous, connue pour sa nature joyeuse. Elle aimait cuisiner, jardiner et, comme beaucoup de filles de son âge, adorait le personnage de Hello Kitty, un fait tragiquement souligné par le t-shirt rose qu'elle portait le jour de sa disparition. Surnommée affectueusement l'ange de Tracy, son souvenir est devenu un symbole de l'innocence perdue. Alors que la communauté cherchait désespérément Sandra, Melissa Huckaby ne se cachait pas. Au contraire, elle s'est placée au centre de l'enquête avec une audace déconcertante, jouant le rôle d'une voisine inquiète et d'une victime collatérale. Le jour même de la disparition, elle a contacté le gérant du parc de Mobile Homes pour signaler le vol de sa valise, la même qui sera retrouvée plus tard. Elle a même envoyé un SMS à la mère de Sandra disant « Dites à la police qu'on m'a volé quelque chose vers 16 heures ». Mais son acte le plus effronté a eu lieu lors d'une veillée. Huckaby s'est approché des agents du FBI en larmes et hyperventilant, prétendant avoir trouvé une note manuscrite par terre. La note, truffée de fautes d'orthographe qui correspondaient à son propre style d'écriture, disait « Cantu enfermé dans une valise volée, jetée à l'eau sur Bacchetti Road ». Elle se plaçait elle-même sur les lieux, fournissant des indices qui la désignaient directement. C'était une performance pathologique, non pas pour éviter d'être démasquée, mais pour être au cœur du drame qu'elle avait elle-même créé. Une fois le corps de Sandra découvert dans la valise qu'elle avait déclarée volée, à l'endroit précis mentionné dans la note qu'elle prétendait avoir trouvée, l'enquête s'est resserrée sur elle. Les preuves se sont accumulées. Un couple de retraités a témoigné l'avoir vue, nerveuse et pressée, près de l'étang d'irrigation le jour de la disparition. Les images de surveillance ont corroboré leur témoignage, traçant ses mouvements de manière irréfutable. Quittant le parc de Mobile Home 8 minutes après la dernière apparition de Sandra, se rendant à l'église baptiste voisine, puis repartant pendant une trentaine de minutes, laps de temps pendant lequel elle a été vue à l'étang. L'église, où son grand-père était pasteur, est rapidement devenue la scène de crime principale, notamment avec la découverte du rouleau à pâtisserie ensanglanté. Le 10 avril, après un interrogatoire de 5 heures où ses histoires se sont effondrées, Melissa Huckaby a été arrêtée. La nouvelle a provoqué une seconde onde de choc à Tracy. Le monstre n'était pas un inconnu, mais l'une des leurs, une voisine, une mère, une enseignante d'école du dimanche. Le chagrin s'est mêlé à un sentiment écœurant de trahison. L'horreur de cette affaire réside dans sa proximité. Le mal portait un masque de normalité. Si vous estimez que ces histoires doivent être racontées pour ne jamais oublier les victimes, merci de soutenir notre chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant. Nous allons maintenant explorer la question la plus troublante de toutes. Pourquoi? Qui était vraiment Melissa Huckaby? À 28 ans, cette mère célibataire avait un passé trouble,
des proches ont décrit une vie marquée par des problèmes de santé mentale, avec des diagnostics de troubles de la personnalité borderline, de troubles bipolaires et de schizophrénie. Elle était également en liberté conditionnelle pour un vol à l'étalage. Plus inquiétant encore, le meurtre de Sandra n'était pas un acte isolé, mais le point culminant d'un comportement prédateur en escalade. Dans les mois qui ont précédé, Huckabee a été accusée d'avoir drogué 2 autres personnes. Un homme qu'elle fréquentait et, de manière bien plus sinistre, une autre fillette de 7 ans du même parc de Mobile Homes. Les procureurs ont plus tard qualifié ces incidents de répétition pour le crime qu'elle allait finalement commettre. Le fait que l'auteur soit une femme était une anomalie statistique. Les experts en criminologie notent que les femmes sont très rarement impliquées dans des enlèvements et des meurtres d'enfants, surtout lorsqu'elles agissent seules. Ce fait, combiné à son rôle de mère et d'enseignante, lui a fourni un camouflage social parfait. La société a été programmée pour chercher un monstre masculin lui permettant d'opérer en toute impunité, à la vue de tous. La question centrale reste « pourquoi ?» Huckabee a offert des explications contradictoires. Lors de sa condamnation, elle a pleuré en disant « Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Pourtant, dans un rapport de probation, elle a inventé une histoire invraisemblable de « mort accidentelle », affirmant que Sandra s'était cachée dans la valise lors d'un jeu et qu'elle l'avait oublié. Cette version est totalement contredite par les preuves médico-légales accablantes. L'accusation a avancé une théorie plus crédible, bien que profondément dérangeante. Ses actions étaient motivées par un besoin pathologique d'attention. Son comportement pendant la recherche, où elle se positionnait comme une figure centrale du drame, soutient fortement cette conclusion. Elle semblait savourer l'attention que lui valait son lien avec la tragédie, peu importe le coût financier et émotionnel pour la famille Cantu et la communauté. Il n'y a probablement pas de mobile unique et rationnel. Le pourquoi est un enchevêtrement de troubles de la personnalité, d'un besoin insatiable de validation narcissique et d'une absence totale d'empathie qui a finalement dégénéré en une violence fatale. Melissa Huckabee a été accusée de meurtre au 1er degré avec des circonstances spéciales qui la rendaient éligible à la peine de mort. Cependant, le 10 mai 2010, elle a accepté un accord de plaider coupable. Elle a admis le meurtre au 1er degré avec la circonstance aggravante de l'enlèvement. En échange, le procureur a abandonné les autres charges, y compris les accusations d'agression sexuelle, et a renoncé à requérir la peine capitale. Le 14 juin 2010, Melissa Huckabee a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cet accord a apporté une forme de justice complexe. D'un côté, il garantissait qu'une prédatrice dangereuse ne serait plus jamais en liberté et épargnait à la famille Cantu le traumatisme d'un long procès public. Mais de l'autre, il a permis à Huckabee, lors de sa condamnation, de déclarer publiquement « Elle n'a pas souffert et je ne l'ai pas agressée sexuellement ». Un mensonge éhonté, contredit par les preuves, mais qui est resté dans le dossier public, une dernière manipulation de sa part. Le meurtre de Sandra Cantu a laissé une cicatrice indélébile sur la ville de Tracy. Le crime a brisé l'illusion de sécurité. Il a prouvé que le mal pouvait porter un visage familier, vivre à côté et enseigner à l'école du dimanche. Cette prise de conscience a engendré une peur et une méfiance persistantes, forçant les parents à regarder leurs voisins et leur environnement avec une nouvelle anxiété. Cependant, au fil des ans, la communauté s'est efforcée de s'assurer que Sandra ne soit pas rappelée pour l'horreur de sa mort, mais pour la joie qu'elle a apportée. À son école, plusieurs mémoriaux ont été créés, dont une aire de jeu et les bancs de l'amitié Sandra Cantu. Ces bancs sont conçus pour qu'un enfant se sentant seul puisse s'y asseoir, signalant aux autres qu'il a besoin d'un ami. C'est un concept simple et magnifique, destiné à encourager la gentillesse et l'inclusion que Sandra incarnait. Par ses efforts, la communauté a transformé un acte de cruauté indicible en un héritage de compassion, s'assurant que l'image finale de Sandra Cantu n'est pas celle d'une victime, mais d'une petite fille dont le souvenir continue d'inspirer l'amitié et la lumière. L'affaire Sandra Cantu est un rappel brutal que les monstres ne se cachent pas toujours dans les ombres. Parfois, ils vivent en pleine lumière, protégés par notre confiance et nos préjugés. La trahison de Melissa Huckabee
a coûté la vie d'une enfant innocente et a volé la tranquillité d'une communauté entière. Mais face à cette obscurité, les habitants de Tracy ont choisi de se souvenir de Sandra, non pas par la peur mais par la gentillesse, en construisant un héritage d'amitié pour les générations futures. Quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué? Le profilage erroné, la manipulation de la coupable ou la résilience de la communauté? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien est précieux pour la pérennité de notre travail. Merci de nous avoir regardés sur Traces perdues. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.